Un chiffre claque. 15 600 hommes libérés d'un seul geste. Et pourtant, cette décision explosive pour n'importe quel État devient au Burkina Faso le point de rupture qui inverse une trajectoire de défaite militaire et de dépendance stratégique. Alors que signifie réellement ce choix pour les Burkinabés? Et pourquoi Ibrahim Traoré parie-t-il sur ce que tout le monde avait enterré? Parce que derrière cette manœuvre fulgurante se cache une recomposition brutale du rapport de force dans le Sahel. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une armée qui change de visage, c'est celle d'un pays qui décide de briser un cycle vieux de plusieurs décennies. La promesse est frontale. Si cette rédemption militaire tient, alors le Burkina Faso pourrait devenir le premier État du Sahel à reconstruire sa souveraineté en partant de ses propres marges. C'est une bascule qui redéfinit les règles, car la sécurité n'est plus importée, louée ou négociée. Elle est surgée en interne par ceux qu'on pensait irrécupérables. Le risque, lui, est tout aussi massif. Une armée composée d'anciens détenus peut devenir l'outil de renaissance d'un pays ou son talon d'Achille si la cohésion faiblit. La moindre erreur de commandement pourrait rallumer les fractures sociales, mettre à l'épreuve la confiance fragile du peuple et offrir aux groupes armés l'occasion de reprendre l'initiative. Car c'est ici que tout se joue. Transformation durable ou pari qui explose en plein vol. La révélation tombe d'un bloc. 15 600 hommes, autrefois enfermés, deviennent en quelques semaines l'ossature d'une armée réinventée. Et le plus surprenant, cette masse humaine, longtemps perçue comme un fardeau social, se transforme en levier d'armes stratégique alors que l'État semblait s'enliser dans une guerre sans horizon clair. Si cette décision paraît radicale, elle prend sens lorsqu'on observe la dégradation fulgurante du Burkina Faso avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Les frontières cédaient mètre par mètre, les convois humanitaires étaient pris pour cible et certaines provinces vivaient presque sous un régime de siège permanent. Les forces traditionnelles, épuisées, tentaient de contenir des groupes insurgés toujours plus mobiles, mieux armés et capables de frapper sur plusieurs axes à la fois. Dans ce paysage fracturé, la manœuvre de Traoré ne relève pas de la provocation, mais d'un calcul froid. Utiliser une ressource humaine que l'État avait marginalisée pour combler un vide opérationnel devenu insoutenable. La guerre totale imposait une réponse hors norme. Elle arrive sous la forme de cette rédemption militaire qui redistribue d'un coup les cartes du rapport de force dans le Sahel. Les premiers mois montrent un pays qui tente de se recomposer. Dans les centres de formation comme Poé, les détenus libérés sont soumis à un double processus: entraînement intensif et reconstruction identitaire. L'objectif n'est pas seulement de produire des combattants, mais de forger des hommes capables de s'arracher à leur passé pour devenir les garants d'une souveraineté fragilisée. Le contexte régional amplifie encore la portée de cette mutation. Les puissances étrangères réduisent leur présence, les alliances classiques s'effritent et la plupart des États du Sahel cherchent un nouveau modèle de survie sécuritaire. Dans ce vide stratégique, la décision d'Ibrahim Traoré agit comme un signal. Le Burkina Faso rompt avec les schémas importés et tente une voie que personne n'avait osé expérimenter à une telle échelle. Cette transformation, encore fragile, inaugure une ère où la rédemption devient un instrument de guerre et potentiellement de reconstruction nationale. Pour comprendre ce basculement, il faut suivre ceux qui incarnent la... Les premiers cas concrets en témoignent. Dans plusieurs villages du Nord, des équipes mixtes, soldats professionnels et ex-prisonniers, ont mené des opérations de sécurisation rapide, permettant la réouverture de marchés qui étaient restés fermés depuis des mois. Les habitants racontent avoir vu revenir non seulement la sécurité, mais aussi un semblant de confiance collective. Cette dynamique précoce ne vient pas d'un miracle militaire, mais d'un alignement d'intérêts.
Ces hommes savent ce que signifie perdre tout repère social et voient dans cette nouvelle mission une chance réelle de reconquête personnelle. Un autre exemple marque les autorités locales. Les patrouilles effectuées par ces unités réhabilitées ont réduit les embuscades sur certains axes routiers stratégiques. Les chauffeurs, longtemps prisonniers de la peur, reprennent la route avec plus d'assurance, signe que la transformation militaire s'étend déjà à la vie civile. Ce qui frappe le plus, c'est la manière dont ces soldats réinventés deviennent, malgré leur passé, un point d'ancrage émotionnel pour une partie de la population. Leur révolution reflète la possibilité d'un pays qui refuse de rester prisonnier de ses fractures. Tout commence par une rupture nette. Lorsque Ibrahim Traoré décide d'ouvrir les portes des prisons, il ne le fait pas par idéalisme, mais parce que le pays s'approche dangereusement d'un point de non-retour. Les groupes insurgés avancent, les convois humanitaires tombent les uns après les autres, et l'armée classique n'arrive plus à tenir ses propres positions. Le déclencheur survient au moment où plusieurs localités du Nord basculent presque simultanément. L'État comprend qu'il ne dispose plus du temps nécessaire pour une réforme lente. Il lui faut un levier immédiat, une force capable de redresser la ligne de front avant qu'elle ne cède entièrement. La libération massive agit comme une onde de choc. Les premiers contingents, transférés vers le centre de Poé, entament une formation accélérée. Les instructeurs expliquent qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre à manier une arme, mais de déconstruire une identité pour en forger une nouvelle. Les recrues, encore hésitantes au début, développent une discipline qui surprend les observateurs. Chaque session alterne entre entraînement, rééducation politique et travail collectif, créant une dynamique où l'expérience amère de la marginalisation devient un catalyseur d'engagement. Le pic intervient lorsque les premières unités hybrides, mélange de soldats professionnels et d'ex-détenus, sont déployées sur un axe routier vital. Les groupes armés y menaient depuis des mois des embuscades régulières, plongeant les villages environnants dans un état de siège permanent. La mission est risquée: sécuriser l'itinéraire, reprendre 3 points d'observation et rouvrir un passage crucial pour l'approvisionnement. Le choc initial est brutal. Les insurgés attaquent dès les premières heures, testant la cohésion de ces recrues encore neuves. Pourtant, les unités tiennent la ligne. Les ex-prisonniers surprennent par leur réactivité. Ils connaissent l'instinct de survie, la peur, la débrouillardise. Et ces réflexes deviennent des atouts sur un terrain instable. En 48 heures, le corridor est stabilisé. Plusieurs villages peuvent enfin sortir de l'isolement. Les habitants assistent, incrédules, au retour d'une activité minimale. Quelques étals rouvrent, des convois agricoles reprennent la route, et les écoles envisagent une réouverture progressive. Ce n'est pas une victoire totale, mais un basculement psychologique. Là où l'État n'apparaissait plus que comme une présence lointaine, la nouvelle armée signale un retour de l'autorité. Les retombées s'étendent rapidement. Dans d'autres zones, les opérations se succèdent avec une intensité calculée. Chaque reprise de terrain renforce la narration voulue par le pouvoir, celle d'un pays qui se reconstruit par la rédemption. Le discours évolue dans les communautés. Les anciens détenus ne sont plus seulement des silhouettes du passé, ils deviennent les acteurs visibles d'une lutte qui redonne de la cohérence nationale. Mais cette dynamique ne va pas sans tension. Des familles craignent que ces soldats réhabilités replongent dans des comportements imprévisibles. Certains officiers redoutent qu'une armée composée de profils hétérogènes crée des frictions internes. Et les groupes armés, bousculés par cette montée en puissance, multiplient les attaques symboliques pour briser la confiance naissante. Pourtant, malgré ces risques, la ligne d'événements montre un pays qui cherche à reprendre l'initiative. La décision de Ibrahim Traoré
loin d'être un simple pari politique, devient une course contre la montre, stabilisée suffisamment vite pour empêcher les insurgés de s'adapter, consolider chaque avancée avant qu'elle ne s'effrite et maintenir la motivation d'hommes qui jouent leur rédemption sur le champ de bataille. Ce moment marque l'installation durable d'un nouvel équilibre. Le Burkina Faso n'a pas gagné la guerre, mais il a retrouvé un élan, fragile, contesté, mais réel, qui recompose la trajectoire du pays. La photographie de départ est sombre, une armée débordée, des axes routiers coupés et des régions rurales pratiquement abandonnées à leur sort. La première indicateur, la chute de 40% des attaques contre les convois civils dans les semaines suivant le déploiement des unités réhabilitées. Ce delta brutal signale une rupture nette dans la dynamique des affrontements, car les groupes insurgés comptaient justement sur ces attaques pour paralyser le pays. Le chiffre frappe par son ampleur, mais il s'explique. Les nouvelles unités opèrent en binôme avec les soldats réguliers, multipliant les patrouilles rapides et imprévisibles. Cette mobilité retrouvée crée une pression directe sur les insurgés, qui perdent un de leurs leviers principaux. Deuxième indicateur, le redressement progressif de l'activité agricole dans les zones reconquises, mesuré par la réouverture de marchés locaux longtemps paralysés. Ce signal n'est pas purement économique. Il reflète la restauration d'une confiance minimale entre les villageois et les forces de sécurité. En d'autres termes, lorsque les producteurs reviennent vendre leurs récoltes, cela signifie que la menace immédiate a reculé. 10 à 12 mots suffisent pour résumer l'enjeu. La survie locale dépend d'un espace sécurisé durablement. Troisième indicateur, la formation et l'intégration opérationnelle de 15 à 600 hommes en moins de 6 mois. Cette cadence est exceptionnelle dans un pays où les capacités logistiques ont longtemps été limitées. Chaque contingent passe par un cycle strict. Sélection, entraînement accéléré, encadrement politique, puis déploiement en unité mixte. La rapidité de ce processus révèle une volonté claire du commandement d'imposer un rythme qui devance celui des groupes adverses. Ce triplé de données, attaques en baisse, économie rurale qui respire, armée élargie, ne décrit pas simplement une embellie. Il annonce une reconfiguration profonde des rapports de force. Les villageois qui avaient fui reviennent timidement. Les routes auparavant synonymes de mort redeviennent praticables. Les forces régulières, renforcées par les recrues réhabilitées, disposent enfin d'un volume suffisant pour mener des opérations simultanées. La cohésion interne des nouvelles unités joue un rôle décisif. Ce ne sont pas des soldats ordinaires. Ils portent en eux des vies brisées, mais aussi une énergie brute que le commandement exploite pour créer une structure où chaque victoire, même modeste, devient la preuve d'une seconde chance. Cette dynamique émotionnelle, difficile à quantifier, influence pourtant directement leur engagement. Les instructeurs notent que ces soldats réhabilités montrent une endurance inhabituelle, probablement liée à leur conviction d'avoir quelque chose à racheter. Ce sont ces données, limitées mais lourdes de sens, qui permettent de comprendre pourquoi la stratégie commence à s'imposer dans l'imaginaire national. Le Burkina Faso n'est pas sorti de la crise, mais il se relève grâce à une équation nouvelle, une rédemption mesurée non par des discours, mais par des deltas concrets sur le terrain. Deux lectures s'affrontent lorsque l'on observe cette armée née de la rédemption. La première, défendue par une partie des analystes régionaux, affirme que cette stratégie offre une réponse réaliste à une guerre asymétrique devenue incontrôlable. Selon eux, les anciens détenus possèdent une endurance et une motivation singulières. Ils portent la mémoire de l'injustice et voient dans leur engagement une possibilité rare de transformer leur destin. Leur performance sur le terrain, reprise de territoire, patrouilles efficaces, affaiblissement des embuscades, alimentent l'idée que cette force atypique pourrait devenir un modèle pour d'autres États du Sahel, lassés des approches classiques.
L'argument central est simple. Quand un pays manque de soldats, il mobilise ceux qui ont le plus à gagner à défendre le territoire. Face à cette vision optimiste, une critique plus sombre se dresse. Des observateurs redoutent qu'une armée construite sur une population autrefois marginalisée puisse à long terme devenir instable. Ils craignent des dérapages disciplinaires, une loyauté fluctuante, ou même la possibilité qu'un pouvoir trop concentré s'appuie sur ces unités pour consolider un contrôle politique contesté. D'autres soulignent un risque structurel. Une armée composée d'hommes marqués par des passés difficiles pourrait rencontrer des obstacles majeurs au moment de leur réintégration civile une fois la guerre passée. Le danger, selon cette lecture, est celui d'une militarisation durable d'une frange vulnérable de la population. Entre ces deux pôles, une réponse se construit à partir des faits. Les attaques contre les convois civils ont chuté de 40%, les marchés ruraux se rouvrent et plusieurs axes stratégiques autrefois impraticables sont sécurisés. Ces données montrent que, pour l'instant, la dynamique produite par cette armée réhabilitée renforce la stabilité plutôt qu'elle ne la fragilise. Les risques évoqués par les critiques existent, mais ils ne se manifestent pas encore dans les opérations décrites. Au contraire, la cohésion inattendue de ces unités suggère que leur motivation repose moins sur la crainte que sur le sens retrouvé d'une mission nationale. Ainsi, le Stillman révèle une vérité à double tranchant. Cette stratégie n'est ni miracle ni menace inévitable. Elle est une tout bascule d'un coup. Ce midpoint n'est pas seulement une étape narrative. C'est le moment où le pari de Ibrahim Traoré cesse d'être perçu comme une improvisation risquée et commence à ressembler à une doctrine militaire assumée. Les signaux venus du terrain montrent une mutation plus profonde qu'attendue. Les anciens détenus ne sont plus seulement des renforts, ils deviennent l'élément déterminant qui réoriente la dynamique de la guerre. Dans plusieurs zones rurales, les patrouilles mixtes reprennent des points stratégiques que l'armée traditionnelle avait abandonnés depuis longtemps. Ce phénomène crée un choc psychologique chez les insurgés, surpris par la ténacité d'hommes qu'ils imaginaient fragiles, désorganisés ou peu fiables. La population, elle, commence à voir dans ces soldats un symbole inattendu, celui d'une nation qui se reconstruit à partir de ses marges. Ce renversement modifie aussi l'équilibre régional. Les puissances extérieures observent cette armée réinventée avec un mélange de perplexité et d'inquiétude, car elle remet en question l'idée selon laquelle seuls les modèles sécuritaires importés peuvent stabiliser le Sahel. Le midpoint révèle ainsi un pays qui ne subit plus. Il tente désormais de redessiner ses propres règles de résistance. Les effets de cette stratégie ne se mesurent pas uniquement sur les lignes de front. Ils s'enracinent profondément dans la vie quotidienne et les rapports de pouvoir. En libérant 15 600 hommes pour les transformer en soldats, Ibrahim Traoré n'a pas seulement modifié l'armée, il a modifié la manière dont la société entière se projette dans son propre avenir. Dans les villages longtemps encerclés par la violence, la présence de ces nouvelles unités crée une forme de respiration sociale. Les habitants expliquent que les routes ne sont plus synonymes de mort immédiate. Les écoles rouvrent timidement, les cérémonies locales reprennent et les déplacements cessent d'être un acte de survie. Ce changement n'est pas seulement matériel, il agit comme une réhabilitation psychologique. Là où dominait une fatalité écrasante, une idée progresse. Si des hommes autrefois marginalisés peuvent trouver une seconde chance, alors un pays peut, lui aussi, se relever. La baisse de 40% des attaques contre les convois civils déclenche une réactivation des circuits économiques. Les commerçants se risquent à revenir sur les marchés. Les produits agricoles circulent et certaines zones redécouvrent une activité minimale. Ce n'est pas une prospérité retrouvée, mais une stabilisation vitale.
Le simple fait que les convois puissent traverser les régions les plus exposées change immédiatement les prix, réduit les pénuries et permet aux familles de planifier à nouveau plutôt que de survivre au jour le jour. Les communautés perçoivent cette normalisation comme la première étape d'une reconstruction plus large. La réussite initiale de l'armée réhabilitée bouscule les rapports de force internes. Les figures politiques traditionnelles, longtemps appuyées sur des structures sécuritaires classiques, voient leur influence se réduire au profit d'un exécutif qui capitalise sur des résultats concrets. Certains craignent que cette armée composée d'hommes redevables à leur réhabilitation puisse devenir un instrument de pouvoir. D'autres, au contraire, y voient une rupture bienvenue avec les réseaux d'inertie qui ont freiné les réformes pendant des années. Le pays entre ainsi dans une zone grise où les succès militaires légitiment un pouvoir plus affirmé, mais où les tensions institutionnelles risquent de s'accroître si le contrôle civil s'affaiblit. Le modèle burkinabé intrigue autant qu'il inquiète les voisins. L'idée qu'une armée puisse renaître en mobilisant ceux que l'État avait rejetés remet en cause les doctrines sécuritaires dominantes dans la région. Certains États envisagent discrètement d'observer la durabilité de cette stratégie, tandis que d'autres redoutent qu'elle crée un précédent dangereux si la cohésion venait à se fissurer. Les puissances extérieures, elles, constatent qu'un pays du Sahel, sans soutien massif étranger, parvient à regagner du terrain. Cela déplace les lignes d'influence et remet en question les cadres d'intervention habituels. Ainsi, la transformation initiée par Ibrahim Traoré dépasse largement les opérations militaires. Elle recompose les attentes sociales, les équilibres économiques, les dynamiques politiques et l'architecture sécuritaire régionale. L'avenir immédiat du Burkina Faso se déploie en 3 trajectoires possibles, chacune découlant directement de la dynamique créée par l'armée réhabilitée. C'est dans cette trajectoire, les résultats actuels se maintiennent sans basculer vers une victoire décisive. Les attaques restent nettement réduites, mais les groupes armés conservent des poches d'influence dans certaines zones difficiles d'accès. L'armée mixte, soldats professionnels et anciens détenus, continue à sécuriser les axes principaux, mais peine à imposer une présence durable dans les régions les plus éloignées. Le pays connaît alors une stabilisation progressive, soutenue par la réouverture des marchés et un léger redressement de la mobilité. Cependant, les tensions politiques internes s'aiguisent autour du contrôle de cette nouvelle force militaire, obligeant le pouvoir à manœuvrer prudemment. Ici, la cohésion des unités réhabilitées s'améliore rapidement. Leur efficacité opérationnelle inspire une restructuration plus large de l'armée, intégrant de nouveaux protocoles de formation et une organisation plus souple. Les villages auparavant isolés se reconnectent durablement et la baisse de 40% des attaques s'étend à d'autres zones. Les élites politiques, malgré leur réticence, s'ajustent à ce nouvel équilibre et participent à un effort institutionnel plus large visant à restaurer la confiance nationale. Sur le plan régional, le Burkina Faso devient un point d'observation privilégié, prouvant qu'une souveraineté sécuritaire fondée sur la rédemption peut rivaliser avec les modèles conventionnels. Ce clé de lecture stratégique, au lieu d'attendre de savoir quelle l'histoire en cours au Burkina Faso dépasse les frontières nationales. Elle touche plusieurs cercles de public, chacun y lisant un message différent sur la souveraineté, la justice et la capacité d'un pays à se réinventer dans un moment de rupture. Il voit dans cette initiative une affirmation rare. Un État qui décide d'agir sans attendre l'aval de puissances extérieures. La rédemption militaire, même controversée, apparaît comme une tentative audacieuse de reprendre la main dans un contexte où tant de nations ont été enfermées dans des dépendances sécuritaires prolongées.
Pour beaucoup, c'est la preuve qu'un pays peut s'appuyer sur ses propres forces, même marginalisées, pour inverser une trajectoire. Cette idée résonne dans un continent lassé des solutions importées. La diaspora burkinabé et africaine observe ce processus avec une intensité particulière. Voir des hommes longtemps perçus comme perdus retrouver une fonction sociale nourrit un sentiment de fierté difficile à quantifier. La rédemption devient un symbole, celui d'une Afrique capable de transformer ses blessures en moteur d'action. Mais cette admiration s'accompagne d'une vigilance. La diaspora sait que les victoires militaires ne suffisent pas sans réformes profondes. Certains analystes perçoivent la stratégie comme un défi aux cadres sécuritaires habituels. D'autres s'inquiètent du risque institutionnel. Une armée atypique, si elle n'est pas solidement encadrée, pourrait déstabiliser les structures civiles. Ce mélange d'intérêt et de prudence traduit la singularité du modèle burkinabé qui ne s'aligne sur aucune norme classique. À travers ces regards croisés, une idée s'impose. Cette transformation force chacun à repenser ce que signifie reconstruire un État en crise. La réussite durable de cette rédemption militaire dépend désormais d'un plan structuré, capable de transformer une victoire tactique en stabilité nationale. Ibrahim Traoré ne peut plus compter uniquement sur l'élan initial. Il doit organiser un cadre permettant à cette armée réinventée de s'ancrer dans un projet politique et social cohérent. Objectif: réduire la méfiance entre population, ex-détenus et institutions. Action: lancer des forums locaux encadrés par des médiateurs civils. Mesure: taux de participation communautaire et baisse des tensions signalées. Objectif: stabiliser la cohésion des unités réhabilitées. Action: instaurer des cycles de formation réguliers intégrant discipline, droits civiques et logistique. Mesures: évaluation trimestrielle des unités, incidents disciplinaires enregistrés. Objectif: empêcher toute dérive sécuritaire et préserver le contrôle civil. Action: renforcer l'indépendance du système judiciaire, créer des mécanismes de supervision parlementaire. Mesures: audit public, transparence des décisions, fréquence des contrôles indépendants. Objectif: capitaliser sur la baisse de 40% des attaques pour stabiliser les circuits économiques. Action: soutenir les marchés ruraux, réhabiliter les axes routiers sécurisés. Mesures: variation des prix, volumes échangés, trafic sur les routes restaurées. Objectif: éviter que les soldats réhabilités ne deviennent une force incontrôlable après la guerre. Action: préparer des programmes de mesure, taux d'intégration professionnelle et stabilité sociale des zones concernées. Cette feuille de route trace un horizon clair. Transformer une stratégie née de l'urgence en fondation d'un État résilient. Ils avaient quitté les centres de formation comme Poé, avec des cicatrices visibles et d'autres enfouies, avançant d'un pas hésitant vers un rôle que personne ne leur aurait attribué quelques mois plus tôt. Aujourd'hui, ces mêmes hommes, jadis exclus, redéfinis comme soldats, deviennent le motif central qui relie l'histoire collective du Burkina Faso à sa propre possibilité de renaissance. Leur trajectoire agit comme un miroir tendu au pays. Si eux peuvent se relever, pourquoi la nation ne le pourrait-elle pas également? Dans leurs yeux, on lit cette détermination étrange de ceux qui n'ont plus rien à perdre, mais qui, pour la première fois, ont quelque chose à protéger. C'est ici que la vision d'Ibrahim Traoré prend d'une dimension presque intime. Il n'a pas seulement recomposé l'armée, il a recomposé un imaginaire où la dignité n'est plus un privilège réservé à quelques-uns, mais une promesse que chacun peut reconquérir. Et dans les villages qui réapprennent à vivre, les habitants reconnaissent ces silhouettes familières, non plus comme les ombres d'un passé trouble, mais comme les porteurs
d'un avenir encore fragile. L'histoire qui se déroule au Burkina Faso n'est pas seulement celle d'une transformation militaire, c'est une interrogation ouverte sur ce qu'une société peut reconstruire lorsqu'elle décide de ne plus céder à la fatalité. Les hommes réhabilités, les villages qui se relèvent, les routes qui respirent à nouveau, tout cela compose un récit encore fragile, mais porteur d'une énergie rare dans le Sahel actuel. Ce chemin, pourtant, ne peut pas être parcouru uniquement par l'armée ou par les institutions. Il dépend aussi de la capacité des Burkinabés et de ceux qui observent cette expérience depuis d'autres pays africains ou depuis la diaspora, à entretenir une conversation collective sur la justice, la souveraineté et la réinvention possible d'un État. C'est une histoire qui mérite d'être suivie, questionnée, discutée, non pour applaudir ou condamner, mais pour comprendre ce qu'elle révèle d'un continent qui cherche de nouvelles façons d'exister face à l'adversité. Alors, une question demeure. Comment chacun, à son échelle, peut-il nourrir cette réflexion sur la manière dont une nation se reconstruit à partir de ses propres forces?